S'il y a une chose que le monde a apprise depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, sous-estimer les Ukrainiens. Ils sont exceptionnellement résilients. Ils s'accrochent, ripostent et défient toutes les probabilités, comme ils l'ont prouvé à maintes reprises. Et leur dernière victoire en est un autre exemple, aussi surprenant que véridique. Alors que les forces ukrainiennes ont repris le village de Kindrativka, un endroit que les Russes ne pensèrent garder à jamais. Cela ne paraît peut-être pas impressionnant sur une carte, mais Kindrativka est un site d'une importance stratégique considérable. Il est situé dans la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, à seulement quelques kilomètres de la frontière russe. Et c'est ce qui en fait une cible de choix pour les forces du Kremlin, dans le cadre des plans du président Vladimir Poutine visant à créer ce qu'il appelle une zone tampon, ou une zone de sécurité, le long de la frontière. Poutine évoque cette idée depuis des années, et il a de nouveau parlé de ce plan en mars de cette année, alors que les forces russes combattaient pour libérer des parties de la région de Koursk, que l'Ukraine avait réussi à capturer. À l'époque, il a suggéré qu'une zone tampon était une mesure nécessaire pour protéger la région contre de futures attaques. Bien sûr, nous devons penser à l'avenir et à la création d'une zone de sécurité le long de la frontière de l'État. Pour atteindre cet objectif, l'armée russe a envoyé environ 50 000 soldats dans la région de Koursk. Depuis, ils ont lancé une série d'assauts sur les villes et villages ukrainiens voisins. La région a connu de nombreux combats aller-retour. Et bien que les progrès de la Russie aient été lents grâce à la résistance ukrainienne, ils ont tout de même avancé au fil des semaines et des mois. Plusieurs villes et villages ont été capturés. Et le 7 juin, certains micro-blogueurs ukrainiens ont affirmé que cela s'était produit encore plus tôt. Le 2 juin, les forces russes sont entrées dans Kindrativka. Un peu plus d'une semaine plus tard, le 16 juin, il a été confirmé qu'ils avaient capturé le village. Ce fut un coup dur pour l'Ukraine. Non seulement parce qu'elle avait perdu un autre village face aux Russes, mais aussi parce que l'ennemi, les forces, se rapprochèrent de la ville de Soumy, la plus grande ville de la région, et qui compte plus de 20 000 habitants. En effet, avec la prise de Kindrativka et de l'approche Alexivka, les forces russes seraient à seulement 12 miles, soit 20 km de Soumy. Cela signifiait qu'ils pouvaient facilement commencer à cibler la ville avec des drones et des frappes d'artillerie, comme l'a rapporté à l'époque le service ukrainien de renseignement en source ouverte Deep State. Dans cette zone, les forces russes ont réussi à s'approcher à moins de 20 km de Soumy, ce qui pourrait entraîner des frappes de drones vues à la première personne sur la ville. Une fois que les équipages appropriés seront déployés, et s'il n'y a pas de contre-mesures efficaces de notre part, avec des drones et des obus d'artillerie prêts à s'abattre sur Soumy, la situation aurait pu se détériorer rapidement. Les Russes auraient pu exploiter leur avantage, avancer pour capturer la ville et gagner un terrain précieux ainsi qu'une influence accrue dans toute la région. L'Ukraine ne pouvait pas laisser cela arriver. Alors ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux, riposter. Le 8 juillet, des rapports ont indiqué que l'Ukraine avait lancé une contre-attaque, déplaçant des troupes vers Kindrativka dans le but de reprendre le village. Au début, cela semblait impossible. Les Russes n'avaient pas seulement pris le village, ils avaient aussi fortifié leur position. Plusieurs unités étaient en place pour garder la zone, notamment le 40e régiment de fusiliers motorisés, la 30e brigade de fusiliers motorisés, et la 155e brigade de Marines, selon les affirmations de Christian Bagay sur Medium. Les Russes contrôlaient également les localités voisines à l'est, à l'ouest et au nord. Cela leur permettait de faire appel à des renforts, ou de demander des armes et des fournitures supplémentaires si nécessaire. Mais les Ukrainiens ont l'habitude de rendre possible des choses qui semblent impossibles, grâce à leur stratégie intelligente et à leurs mouvements soigneusement calculés. Dans les jours et les semaines précédant la reprise de Kindrativka, les forces armées ukrainiennes ont lancé une série de frappes de précision sur les positions russes, dans le nord de Soumy. L'objectif était simple, perturber l'élan de la Russie, les empêcher de gagner du terrain et les forcer à commettre une erreur. Ouvrir une opportunité pour l'Ukraine de frapper encore plus fort. À la suite de ces frappes, l'Ukraine a pu d'abord libérer la ville de Soumy, Andrivka, à la mi-juin. Cela leur a donné un avantage crucial, ouvrant la voie à une attaque en tenaille sur Kindrativka. Bien sûr, les Russes ne se sont pas retirés sans résistance. Désireux de reprendre le contrôle, les commandants du Kremlin ont ordonné une série de contre-attaques dans la région pour reprendre Andrivka. Mais les troupes sont tombées dans un véritable bain de sang, car les soldats ukrainiens avaient entièrement sécurisé la localité et étaient prêts à tirer sur tout Russe qui s'approcherait à portée.
Des images satellites de la région ont rapidement révélé le prix de la coûteuse erreur de la Russie. Les champs entourant le village étaient jonchés des restes des soldats tombés et des carcasses en feu de motos détruites. Et l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Elle a maintenu la pression, continuant de bombarder des positions russes clés, y compris des concentrations de troupes à l'arrière, des postes de commandement locaux et des centres logistiques. Ces frappes ont causé de nombreuses pertes, mais peut-être encore plus important. Elles ont également repoussé les renforts russes, coupant ainsi efficacement les lignes d'approvisionnement cruciales vers Kindrativka. Soudainement, la situation avait radicalement changé. Les troupes russes à Kindrativka, qui auparavant étaient relativement en sécurité avec un approvisionnement régulier en renforts, munitions et armes à la demande, se retrouvaient désormais effectivement livrées à elles-mêmes, et exposées à un risque élevé d'une attaque subite des Ukrainiens. Ils étaient passés d'une position de force à une position de faiblesse, et les forces ukrainiennes savaient que leur heure était enfin venue. Saisissant l'opportunité à pleine main, ils ont agi rapidement et avec détermination, lançant une série coordonnée de frappes de drones et de missiles High Mobility Artillery Rocket System contre les concentrations de troupes russes dans et autour du village. Les missiles High Mobility Artillery Rocket System ont causé la majeure partie des dégâts, détruisant les dépôts de munitions et réduisant en miettes les fortifications russes. Pendant ce temps, les drones ont pris leur envol, leurs opérateurs scrutant les lieux à la recherche de signes de vie, traquant tous les soldats russes restants qu'ils pouvaient trouver. L'Ukraine a également mené des frappes aériennes, plus en profondeur, dans les territoires occupés, utilisant des bombes armement air-sol modulaires Hammer, pour s'assurer que les Russes ne puissent pas envoyer davantage de renforts dans la zone. Ils ont également ciblé les ruines et les vestiges de bâtiments que les Russes auraient pu essayer d'utiliser comme abri, les exposant ainsi. Ils étaient donc totalement sans défense pour la prochaine étape de l'attaque. À partir de là, avec la résistance russe à Kindrativka plus ou moins brisée, les troupes ukrainiennes ont foncé depuis deux directions différentes. Un groupe a attaqué depuis le sud par un passage qui s'était ouvert grâce à la libération d'Andrivka. Un autre a contourné et frappé depuis l'ouest. Ce mouvement en tenaille s'est révélé très efficace. Les soldats ukrainiens ont fouillé les maisons, les sous-sols et les bâtiments, soutenus par des drones. Ils ont rencontré une résistance minimale et ont rapidement établi un contrôle total de la localité. Kindrativka était de nouveau à eux, et la nouvelle a rapidement été relayée sur les principaux canaux Telegram. La chaîne Deep State, par exemple, a publié une analyse complète de la prise de Kindrativka, détaillant les pertes russes et saluant l'excellent travail de la 225e division des opérations spéciales d'Ukraine. La 225e division des opérations spéciales a libéré Kindrativka dans la région de Soumy. Les Katsaps ont perdu 3 bataillons et un commandant de bataillon. Selon les informations de nos sources, la 225e division des opérations spéciales a terminé le nettoyage et la consolidation à Kindrativka. C'est le deuxième village que l'unité a libéré dans la région de Soumy. Lors de la libération des deux villages, l'armée a subi de lourdes pertes, à savoir le bataillon de la 40e division des opérations spéciales, le bataillon de la 155e division des opérations spéciales et le bataillon de la 30e division des opérations spéciales. D'ailleurs, le bataillon de cette dernière a également été liquidé. L'infanterie ennemie est restée encerclée dans le village pendant longtemps, donc nous avons dû attendre qu'elle soit éliminée. Tout d'abord, ce succès a été rendu possible grâce aux tactiques et aux approches uniques utilisées par la 225e division des opérations spéciales. Mais une fois de plus, l'unité a démontré que nous avons des hommes capables de mener des opérations offensives de haute qualité. Comme le souligne le message, la 225e division mérite une mention spéciale pour le succès de cette mission. En fait, la 225e a sans doute joué le rôle le plus déterminant pour l'Ukraine jusqu'à présent, en ce qui concerne la défense de la région de Sumy et la limitation de la progression russe. La division a été formée en mars 2022, peu de temps après le début de l'invasion russe. Elle opérait à l'origine dans la région de Kharkiv, mais a été repositionnée à divers endroits au cours de la guerre jusqu'à présent. Elle a joué un rôle dans les batailles de 2024 pour Andivka, par exemple, et a participé à l'offensive ukrainienne de 2024 sur Koursk, aidant à reprendre des portions du territoire russe, un exploit qui aurait semblé totalement impossible au début du conflit. Cependant, rendre l'impossible possible fait simplement partie du travail pour les courageux soldats de la 225e. Lorsque l'offensive de Koursk a pris fin, l'unité est retournée en Ukraine, avant d'aller reprendre de manière décisive le contrôle d'Andrivka aux Russes.
La 225e a même été distinguée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans son allocution quotidienne à la mi-juin. Il y a eu un rapport du commandant en chef, Oleksandr Syrsky, sur le front concernant nos actions actives. Une attention particulière et très significative a été accordée à la direction de Pokrovski et à notre région de Soumy, aux zones frontalières de notre région de Soumy. Nous parvenons à déloger les troupes russes de là-bas. Je remercie toutes nos unités pour cela, qui obtiennent vraiment des résultats. Suite à ces derniers jours, notre gratitude particulière va aux soldats du 225e régiment d'assaut indépendant, précisément pour les opérations offensives dans la région frontalière de l'oblast de Soumy et la libération en particulier d'Andrivka. Merci beaucoup à vous les gars. Maintenant, c'est incroyable de voir comment cette unité courageuse a depuis réussi à reprendre encore plus de terrain précieux aux Russes, prouvant qu'elle est une véritable épine dans le pied du Kremlin. Mais ce genre de victoire ne s'obtient pas facilement. L'Ukraine, tout comme la Russie, paie le prix pour chaque parcelle de terrain gagnée ou perdue. Comme l'a souligné l'analyste militaire Bohdan Miroshnikov, qui a également rapporté la prise de Kindrativka sur Telegram, dans la région de Soumy. Nos soldats ont libéré Kindrativka il y a quelques jours. Mais les succès ne s'arrêtent pas là. Il y a même d'autres avancées locales. Tout cela est très difficile et à un prix élevé. Derrière chaque village libéré, derrière chaque position reprise, il y a toute une histoire de succès durement acquis, de sueur, de sang et de courage. Petit à petit, nos soldats coupent à les flancs dans la zone de l'attaque principale de l'ennemi dans la région de Soumy. Les occupants n'ont pas complètement capturé Yunakivka. Il est difficile de dire depuis combien de semaines l'infanterie ennemie se bat contre le mur là-bas. Mais n'oubliez pas le prix de tout cela. Et combien d'équipes de tir sous forme de forces spéciales ont dû être déployées pour stabiliser la situation là-bas et contre-attaquer ailleurs. Comme le note Miroshnikov, l'Ukraine doit travailler dur pour obtenir ses victoires. Ce qui est une raison de plus pour laquelle chacune d'elles mérite une célébration spéciale afin d'honorer le sacrifice et les efforts incroyables, presque surhumains, des soldats impliqués. Il est aussi encourageant de voir des rapports sur de nouvelles avancées locales. Tout cela suggère que l'Ukraine fait exactement ce qu'elle doit faire, tenir la ligne, s'installer solidement et refuser de céder un seul pouce aux Russes. À première vue, reprendre un seul village peut ne pas sembler être une étape si importante. Mais c'est bien plus important qu'il n'y paraît au premier abord, et ce pour plusieurs raisons essentielles. Cela perturbe considérablement les plans du Kremlin. Vladimir Poutine a clairement exprimé son intention de créer une zone tampon à Soumy et ailleurs le long de la frontière, en prenant le contrôle de nombreuses villes et villages frontaliers ukrainiens. Dans ce processus, il cherche à étendre le territoire de la Russie autant que possible, élargissant ainsi sa propre sphère de pouvoir et d'influence tout en réduisant celle de l'Ukraine. Pour cela, il a besoin de villages comme Kindrativka. En réalité, pour vraiment créer sa zone tampon, la Russie devra prendre des centaines de villages comme celui-ci tout le long de la frontière. Elle ne peut pas se permettre d'avoir d'énormes batailles coûteuses et interminables pour chacun d'entre eux, en sacrifiant des hommes, de l'argent et des ressources dans le processus. N'oubliez pas, après tout, que la Russie a déjà subi plus d'1 million de pertes et perdu des quantités colossales d'équipements au cours de la guerre. Pour gagner, elle a besoin de quelques victoires faciles. Elle doit conquérir du terrain rapidement et efficacement, en minimisant les pertes. Mais l'Ukraine rend les progrès de la Russie incroyablement difficiles. Le Kremlin a déjà dû consacrer beaucoup de main-d'œuvre pour capturer Kindrativka lors de la première offensive. Maintenant, grâce à l'Ukraine, et surtout aux efforts de la 225e division, la Russie est de retour à la case départ. Elle a aussi perdu de nombreux soldats et provisions. Et un officier supérieur encore plus important, le major Andrei Yatsev du 30e régiment de fusiliers motorisés, qui a été tué lors des attaques des forces ukrainiennes sur Andrivka. Si elle veut Kindrativka, elle devra encore une fois envoyer de plus en plus de troupes dans une nouvelle tentative désespérée de submerger les solides défenses de l'Ukraine. En bref, c'est l'histoire d'un pas en avant, 2 pas en arrière pour la Russie. De plus, en reprenant Kindrativka, l'Ukraine est aussi en quelque sorte en train de créer sa propre zone tampon. Cela repousse les Russes encore plus loin de la ville de Soumy, rendant beaucoup plus difficile pour eux de cibler la zone, avec des drones et des frappes d'artillerie pour établir leur domination dans toute la région. Tout cela affecte aussi le moral de la Russie. En effet, à la suite du succès de l'Ukraine, les blogueurs militaires russes auraient sombré dans la frustration et la colère. Certains d'entre eux ont qualifié la prise de fake news, refusant d'accepter la réalité de la situation. D'autres
ont rapidement affirmé que Kindrativka n'était de toute façon pas si importante, alors qu'ils l'avaient auparavant qualifiée d'emplacement stratégique inestimable. Certaines chaînes ont également tenté de faire croire que les forces russes dans la région s'étaient retirées courageusement et stratégiquement, alors qu'en réalité, elles avaient tout simplement été anéanties par les défenseurs ukrainiens. Puis le jeu des reproches a commencé. De nombreuses chaînes pro-Kremlin ont commencé à critiquer les commandants locaux, et même le ministère de la Défense, tandis que d'autres publiaient des mèmes se moquant de la stratégie militaire de la Russie. Ce n'est jamais bon signe lorsque même les nationalistes les plus endurcis de la Russie critiquent ouvertement l'armée du pays. Et il est probable que des sentiments similaires se répandent parmi les rangs russes. Si les troupes russes continuent de voir leurs camarades mourir ou être blessés lors de manœuvres aussi futiles qu'insensées, constamment déjouées par les Ukrainiens, elles pourraient rapidement perdre confiance en leurs commandants. Le déclin du moral entraînera celui des chances de victoire de la Russie. En même temps, des histoires comme celle-ci ont l'effet inverse en Ukraine. Elles remontent le moral, inspirant aussi bien les civils que les soldats. Chaque victoire est un autre symbole de la résistance ukrainienne, de la capacité incroyable du pays à ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. Des victoires comme celle-ci contribuent à renforcer et à soutenir l'idée que l'Ukraine peut gagner cette guerre. Et que, même si elle subit des pertes ici et là, elle a toujours la capacité de se regrouper et de se relever. La reprise de Kindrativka est aussi un autre exemple frappant de l'ingéniosité tactique de l'Ukraine et de sa gestion habile des ressources. Les forces armées du pays ont depuis longtemps compris qu'elles se trouvent dans un combat de type David contre Goliath. Elles affrontent une armée bien plus grande, disposant de ressources bien supérieures. Néanmoins, les Ukrainiens ont régulièrement utilisé leurs ressources, avec une grande efficacité. Ils planifient leurs attaques, avec le plus grand soin, et une précision extrême, identifiant et frappant les vulnérabilités russes dès qu'elles apparaissent. Ils ont créé des avantages tactiques à Soumy et ailleurs le long des lignes de front, utilisant tout, des drones et des frappes de missiles de précision sur des cibles logistiques clés jusqu'à des attaques en tenaille parfaitement planifiées. Pour infliger de lourdes pertes et un chaos total parmi les rangs russes, ils ont démantelé les bastions russes, perturbé l'élan de l'ennemi et retardé sa progression. Et tout cela s'est produit pendant ce qui est censé être la plus grande et la plus puissante offensive de la Russie depuis le début de la guerre. Son offensive d'été 2025. Selon les rapports des prisonniers de guerre russes, cette offensive était censée être la dernière grande poussée. Le coup final qui briserait la détermination de l'Ukraine, détruirait son moral et ouvrirait la voie à la Russie pour marcher vers la victoire. Mais cela ne s'est simplement pas produit. La Russie a réalisé quelques avancées dans certaines zones, et elle a intensifié ses frappes de drones et de missiles, bombardant les villes et villages ukrainiens avec des quantités records d'explosifs. Pourtant, ces progrès restent bien plus lents que ce que le Kremlin souhaite ou attend. Elle ne déferle pas sur l'Ukraine, ne s'emparant pas aisément de centaines de kilomètres de territoire. Au lieu de cela, elle continue de peiner, de faire face à une résistance remarquable et de subir de lourdes pertes sur l'ensemble du front. Ainsi, plutôt que de se concentrer uniquement sur des manœuvres offensives et de prendre autant de territoires ukrainiens que possible, la Russie doit désormais passer à la défensive dans des zones comme la frontière de Soumy. Parce que si l'Ukraine parvenait à reprendre Kindrativka, elle pourrait ne pas s'arrêter là. Ils pourraient poursuivre leur avancée, peut-être en visant la ville d'Okostiantinouka, au nord de Kindrativka, ou en continuant l'assaut en cours sur Alexivka à l'est. Plus ils résistent, et plus ils reprennent de villages aux Russes, plus leur position deviendra forte, et plus il sera difficile pour Poutine d'atteindre ses objectifs. Pour l'instant, on ne peut que faire des prédictions en attendant de voir où et quand l'Ukraine choisira de frapper ensuite. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur le conflit, regardez l'une de nos dernières vidéos qui détaille comment les forces aériennes ukrainiennes, en constante amélioration, réécrivent les règles de la guerre moderne et mènent des frappes dévastatrices en plein cœur du territoire russe. Vous découvrez comment l'Ukraine a frappé la Russie en plein cœur lors d'une récente série de frappes intelligentes et calculées contre des raffineries de pétrole et des installations de stockage de carburant, touchant ainsi le Kremlin. Là où ça fait le plus mal. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne d'information fiable pour recevoir chaque jour des mises à jour directes depuis les lignes de front en Russie-Ukraine et d'autres conflits majeurs à travers le monde.